Nous en sommes quasiment arrivés donc à la dernière ligne droite. Et donc j'aimerais ici que l'on aborde la question des stratégies internationales que donc nous propose William du Forum des migrants en Asie, mon ami qui vient de la coalition mondiale sur la migration, et PAF qui nous vient du syndicat Uni Global Union. Ils vont nous parler donc de ce que nous pouvons faire au niveau donc international en termes stratégie. Et qui va commencer? PAF. Bonjour, je suis donc Pav Akhtar du syndicat Fédération syndicale mondiale unie. Quelques réflexions pour commencer sur ce processus qui nous réunit ici du FMMD avec une perspective syndicale et la perspective des travailleurs, entre guillemets, qui est la mienne. Et en mettant peut-être l'accent sur certaines initiatives que les syndicats ont l'intention de mettre en œuvre sur la voie du pacte mondial. D'abord, je voudrais dire que la réflexion qui nous réunit ici est importante parce qu'elle nous permet de réfléchir non seulement aux conséquences des migrations, mais également aux causes fondamentales. Et je crois qu'il faut réfléchir à des questions comme la démographie, la situation économique mondiale, le changement climatique qui déclenchent les phénomènes migratoires. Il faut aussi qu'au niveau européen, il y ait une prise de conscience des raisons qui justifient la présence de migrants et la nécessité d'avoir des migrants d'ailleurs, qui justement nourrissent l'économie européenne, étant donné les problèmes démographiques, le vieillissement de la population en Europe. Il est clair que dans tous les pays d'Europe, ce problème existe et que cela crée des effets d'aspiration également. Moi, je suis syndicaliste. environ 70% des migrants bougent pour trouver un boulot décent, un travail décent. 70%. Et cela montre justement qu'il est important au niveau du pacte mondial et au niveau du FMMD d'accorder à cette réalité-là toute l'attention qu'elle mérite. Et d'intégrer peut-être aussi, par exemple, des organisations comme l'OIT dans la réflexion. Étant moi né au Pakistan et puis ayant migré d'abord au Royaume-Uni, maintenant au Suisse, il est clair qu'il y a des liens évidents entre migration et non-respect des droits de l'homme. Et que vous soyez un homme, une femme, un jeune ou pas, eh bien, toutes les raisons sont bonnes, malheureusement, pour certains, de ne pas respecter vos droits. Et je crois que nous devons, en tant que, et c'est mon cas, en tant que migrant, en tant que syndicaliste, nous devons comprendre qu'il y a une interdépendance totale entre nous. Notre voix n'est audible que si nous travaillons ensemble. Et c'est pour cette raison qu'il faut justement être plus entendu, parler plus fort. Un événement comme celui-ci permet de le faire. Mais je crois qu'il faut absolument continuer à dire les choses que nous avons essayé de dire ici, très bien à mon avis, et surtout parler d'une seule voix, tout en reconnaissant que cette voix peut avoir des accents différents et des perspectives différentes. Certains ici vont d'abord évidemment s'intéresser à entre guillemets, leur région d'origine. Et c'est vrai qu'il y a sous-représentation, à mon avis, de certaines régions ici, comme le Moyen-Orient et l'Afrique. Et c'est un problème. Mais soyons conscients que eh bien voilà, nous devons aider nos collègues de tous ces continents, aider également les syndicalistes dans ces continents et ailleurs. Et tout cela est lié, je crois, à toute une série de restrictions qui existent. Il y a toute une série de gens qui auraient voulu participer à cette conférence, mais qui n'ont pas pu participer faute de visa, par exemple. Et nous devons dénoncer ce genre de situation. D'autres n'ont pas pu participer, tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu l'argent nécessaire pour arriver jusqu'ici. Ces facteurs-là sont des facteurs dont il faut parler absolument, à mon avis, et c'est en disant les choses que l'on pourra réellement avoir dans la salle suffisamment de représentants de tous les secteurs de la société, y compris des syndicalistes, et de tous les continents. Et pour revenir à mon point de vue sur le pacte, nous ne pouvons pas nous satisfaire, à mon avis,
d'un pacte qui ne soit pas contraignant ou d'un pacte qui permettrait au gouvernement de ne pas faire face immédiatement à leurs responsabilités. La prévention, la mitigation des précarités, c'est également quelque chose de fondamental et il faut absolument lutter contre cela. Le pacte mondial, à mon avis, n'a du sens que s'il permet de promouvoir justement des politiques qui permettent de lutter contre les violations des droits de l'homme et de régler les problèmes que j'ai mentionnés rapidement. Il faut aussi absolument être prêt à intervenir pendant la mise en place du pacte si les termes que nous utilisons ne sont pas bons, si le langage n'est pas suffisant, si le langage ne va pas assez loin. Il faut absolument nous battre pour que ce pacte soit autre chose qu'un simple texte et que nous puissions réellement l'utiliser ensuite pour arriver à des résultats concrets. Il y a la question de la consultation volontaire. Il faut être considéré comme des partenaires à pied d'égalité. On a un mandat, on devrait avoir un mandat de la part des États, etc. On ne peut pas être réduit à justement un groupe pas écouté. Et puis il y a des modèles référents, des références. Il faut que notre voix soit entendue. Et effectivement, quand on prend l'OIT, on peut également utiliser le cadre disponible. Il y a eu la on est quoi, en juin, en juillet, nous demande monsieur, nous sommes en juillet à présent, on a eu la réunion de l'OIT, etc. Et je pense que il y a l'approche des gouvernements, des employeurs, des syndicats, etc. On a les partenaires également. L'idée était d'adopter formellement le projet, le cadre du pacte mondial. Et puis c'est très positif, cela démontre qu'effectivement, nous sommes des partenaires clairement et qu'on peut tirer des conclusions en consultation et avoir un dialogue avec les États, entre autres. Et puis, autre point, on a besoin, au niveau du suivi, on a besoin de ressources concrètes pour pouvoir garantir une mise en œuvre complète du pacte mondial. Et il faut également des conventions contraignantes, ou sinon ça deviendra un document politique sympa avec classement vertical, parce qu'effectivement, il y a des politiques robustes, etc., mais il faut qu'il y ait mise en œuvre. Et là, on encourt des risques, il y a des risques encourus, c'est ce qu'ont dit les collègues notamment. Vous savez, est-ce que ce sera de nouveau un document, un morceau de papier? Non, on a besoin d'un dragon vivant qui crache du feu. On en a parlé ce matin, il faut cracher du feu, chauffer l'ambiance, il faut que ce soit réel, pragmatique, fonctionnel. Merci. Effectivement, on va nous parler des nouvelles stratégies, 3 minutes. On va devoir effectivement aller de l'avant et tenir compte de l'heure de fin de la réunion. Merci beaucoup, Bérénice. Et merci à vous toutes, à vous tous. Pour commencer, songeons aux stratégies en allant de l'avant. Et on doit tenir compte des réalités quand nous rentrerons dans nos pénates. Certains, on va devoir affronter la situation où certains musulmans ne sont pas le bienvenu aux États-Unis à cause des nouveaux cadres régulatoires, etc. Voilà, donc on va devoir faire face à la réalité de tous les jours. Je sais qu'on manque un peu de temps, mais en tout cas, prenons 20 secondes de silence pour songer à ces communautés de migrants et toutes ces vies que l'on souhaite défendre au quotidien. 20 secondes de silence.
So with that in our mind, Avec cela à l'esprit, poursuivons. L'idée est d'agir. L'idée est d'agir de manière responsable quand on retournera dans nos pénates. On se retrouvera dans cet espace d'ici 1 an et demi. Et puis, d'ici 1 an et demi, de l'eau coulera sous les ponts et il y aura un impact notoire sur les gens. Faisons preuve de... Enfin, soyons visionnaires. Ce faisant, et surtout quand on songe à ceux qui se battent d'arrache-pied, depuis belle lurette, vous êtes engagés dans la lutte, très engagés dans la lutte. J'entends souvent dire que voici 15-20 ans, on ne pensait pas que ce genre de réunion aurait lieu où on pourrait négocier un document contraignant ou non. Et c'est vrai qu'on est en train d'examiner tous les tenants aboutissants. C'est en train de se produire. On est en train d'aller de l'avant. Et une des préoccupations qu'on a mentionnées de manière récurrente, on a du pain sur la planche, certes, on doit agir, réagir rapidement, et puis on doit transférer sur le terrain ce dont on parle en théorie ici. Et il y a énormément de gens sur le terrain, des gens à l'avant-plan qui ne connaissent pas le pacte, ne se rendent pas compte de ce qui se trame. Et je le répète, on a du pain sur la planche et on doit justement galvaniser un mouvement plus vaste que le simple mouvement dans cette salle. Et en songeant au fait d'être visionnaire, créer ce mouvement, ce que je souhaitais poser comme question, je pense qu'il faut songer de manière créative à la manière dont on peut mettre en œuvre ce qu'on dit. On nous dit souvent qu'il s'agit d'un environnement toxique, qu'on attend ce moment depuis belle lurette, mais c'est un environnement toxique et l'argument là est que un environnement toxique signifie qu'on doit baisser nos attentes quant à ce que signifie à proprement parler le pacte. On a souvent entendu cet argument. Moi, venant des États-Unis, vous savez, là, on s'est beaucoup battu pour les réformes et puis on parle des craintes du fait de, soi-disant, devoir fermer les frontières et puis qu'on pourra légaliser certaines choses. Mais bien entendu, cela ne se produit pas ainsi. On doit penser au long terme, aux 5 à 10 ans à venir, imaginer ce qui pourrait se passer avec le pacte, songer à nos aspirations et puis on doit tenir compte de la réalité. On doit tenir compte des intérêts également des États, etc. Et on doit voir comment on va négocier le pacte. Et on doit songer à la manière de mettre la pression dans tous ces espaces et au niveau plaidoyeux, mais également au niveau des mouvements sociaux sur le terrain. On doit voir comment on peut s'organiser avec les médias, avec d'autres secteurs, avec d'autres mouvements sociaux pour que la lutte soit une lutte remarquable. On a eu des conversations de lignes rouges, etc. Et ce qui est important, c'est d'avoir des conversations physiques, de visu. Je vais parcourir des thèmes qui ont été traités dans le cadre des différents groupes de travail. On a entendu d'excellents rapports en la matière. Un des éléments clés, d'après moi, on est en train d'atteindre un consensus dans le sens qu'on doit placer les droits des humains au centre de nos discussions. On doit comprendre les moteurs. Certes, parfois, on est à reculons, mais on doit renverser la vapeur. Également, on doit en permanence relater les histoires de la réalité du terrain. Et bien entendu, il y a des préoccupations comme quoi le pacte se penchera sur la question de la réintégration des retours, etc. On doit être franc, également stratégique, essayer de voir ce qu'on peut faire, pourquoi on peut se battre. On doit inspirer et puis on doit tenir compte des réalités, à savoir qu'il y a des milliers de personnes qui doivent retourner, qui doivent faire face à des problèmes aux frontières, etc. Que peut-on faire pour avoir un impact positif sur leur vie et que pourra-t-on faire après la mise en œuvre, l'adoption du pacte? Et puis, si la logique est que les États ferment leurs frontières et qu'on gère
les mouvements migratoires. Songez à d'ici 5 ans, est-ce qu'on pense réellement que toutes les migrations seront régulières? Pense-t-on qu'il y aura moins d'immigration clandestine, ou est-ce que du contraire, est-ce qu'on pense qu'il y aura de plus en plus d'insécurité? Si c'est le cas, que doit-on faire pour défendre les migrants? Vous savez, on a toutes ces discussions sur le pacte, on parle de la déclaration de New York, on parle de la protection des droits, quel que soit le statut, et on doit soulever de manière récurrente toutes ces questions. Dans la partie suivante, on va parler de ce qui se passe au niveau régional notamment, mais permettez-moi d'insister sur l'importance de tout cela. Ici, l'espace est fort diversifié, on a toutes les régions représentées, on a tous les réseaux, etc. Et vraiment, on a fait un travail extraordinaire également, les différents comités. Mais quand on rentrera chez nous, ce qui risque de se passer, c'est que les personnes qui sont à New York et à Genève demeurent à New York et Genève. Et bien souvent, on oublie la voix du Sud et la voix des différentes organisations. D'où un défi à relever à New York, à Genève, également au niveau des grosses ONG. Il faut s'assurer que les partenaires soient autour de la table, que ces personnes soient incluses dans nos conversations, c'est primordial, et vraiment incluses à bord au niveau du processus. Je souhaite terminer sur une note forte. Songez à une personne qui vous inspire, quelqu'un qui défend les migrants. Songez au nom de cette personne et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ces 2-3 derniers jours, je me rends compte que je suis convaincu du fait que nous, la société civile, on est à l'avance par rapport au gouvernement, ce qui est un avantage certain. Et la question est de savoir comment est-ce qu'on peut aller de l'avant sur base de cet avantage. Quand je dis à l'avant par rapport au gouvernement, c'est parce que ces 2-3 derniers jours, j'ai rencontré des représentants des gouvernements et souvent on me dit on ne sait pas ce qu'est finalement le pacte, et on en a reparlé ces 2-3 derniers jours. C'est pas tellement clair. Et puis ce qui se passe avec la société civile, de plus en plus, ce qui est clair, c'est que nous, on souhaite parler des questions difficiles, dures, qui parfois n'ont pas été débattues dans des espaces tels que celui-ci. Parler de retour, réintégration, détention, femmes, les enfants migrants. Il y a énormément de questions, de thèmes qu'on a pu aborder ensemble. La société civile est le défi à relever pour nous. La question de savoir comment est-ce qu'on peut travailler, agir au niveau national. Comment est-ce qu'on peut agir au niveau national, je le répète. Et ce sera important pour nous. Quelle est notre stratégie au niveau national? Comment allons-nous poursuivre au niveau national? Parce que quand on s'adresse au gouvernement, quelle que soit l'agence responsable de la migration, je suis certain que bien souvent, on va nous regarder un petit peu étonnés quand on leur posera la question « Que comptez-vous faire par rapport au pacte ?» Et puis, quand ils vont nous regarder ainsi, c'est à ce moment-là qu'on pourra présenter notre position et dire « Voilà, c'est ce que nous pensons au niveau national, voici les questions clés. » Ceci et cela, ce sont des éléments importants pour nous. Et je pense que c'est ce qu'on va devoir faire. On va devoir agir au niveau national. Ce discours, s'il demeure au niveau national, moi je parle de ma propre région et d'autres régions, si on en reste au niveau international, il y aura une domination de la parole actuelle et surtout l'Europe et l'Ouest dominera. Et bien entendu, on doit reconnaître cela. Et
je sais que c'est un franc défi à relever également au niveau de la région africaine. Comment très simplement peut-on travailler avec nos gouvernements, très simplement travailler avec nos gouvernements pour que quand les négociations démarrent, on sera à même de compter le nombre de fois que nos gouvernements parleront et couvriront tel ou tel thème. C'est ça la stratégie. On ne peut pas en rester au niveau international parce qu'à ce moment-là, ce sera trop objectif. Il faut agir au niveau national. C'est extrêmement important. On a fait certaines choses et on doit corriger le tir bien souvent. Dans le processus, on a eu 3 discussions thématiques. On devait en avoir 6. On en a eu 3 qui ont été où on a bouclé la boucle. Les 3 discussions à Genève. Il y a eu des discussions également à New York, 2 à Genève, 2 discussions. On a eu des discussions à New York, à Genève, mais on n'a pas eu des discussions influencées par les capitales, voyez-vous. Et il y a 3 discussions thématiques à venir. Et je pense qu'on pourra tester le terrain en essayant de déterminer les intentions et comment on va utiliser les espaces disponibles, New York, Genève et au-delà. Il faut vraiment qu'on renverse la vapeur. Il y a trop de concentration, pas assez de distribution. Vous savez, on sait qu'on peut agir, on sait que le temps passe, et puis effectivement, on prend l'image d'un cerf-volant, un cerf-volant qu'on doit faire monter. Et on a des discussions au niveau international, mais la question réelle est que va-t-on faire au niveau national avec nos gouvernements et que va-t-on faire sur base du pacte? La plupart d'entre nous dans cette salle, on travaille au niveau national et régional. Très peu d'entre nous travaillent au niveau international. Et c'est pour cela qu'il est extrêmement important qu'on fasse ce qu'il y a lieu de faire au niveau régional, national, etc. Et ce qui est important, on en a parlé, il y a eu certains mouvements ces 2-3 derniers jours, ces derniers mois. L'idée étant d'essayer d'identifier les thèmes, les questions. Je suis d'accord. Ici, on est dans la phase de consultation. Tant qu'on est prêt à consentir des efforts, tant qu'on est clair par rapport au message, peu importe qu'il y ait 10 ou 100 missions, si on ne peut se pencher que sur 10 questions, ben penchons-nous sur ces 10 questions. Si on peut se pencher, travailler 12 questions, eh bien travaillons 12 questions. Mais que souhaite-t-on transmettre comme message? Il ne faut pas lever le pied. On est dans la phase de consultation, on doit être clair quant à nos messages, nous attendent. Et puis d'ici 20 ans, quels sont les objectifs? Que souhaite-t-on constater d'ici 20 ans? Une fois que les négociations démarreront, à ce moment-là, on pourra réellement voir comment on souhaite moduler tout cela, aller de l'avant. C'est un processus qui a déjà démarré au niveau international. On a eu effectivement notre FMMD, puis on a entendu pas mal d'idées. Et au niveau organisationnel, au niveau national, au niveau régional, il s'agit de pouvoir identifier nos priorités, nos zones prioritaires, nos thèmes prioritaires également. Et il faut prévoir des engagements pour nos gouvernements. Merci beaucoup, William. Merci beaucoup. Merci pour ces phrases, pour cette lumière. Merci beaucoup. Je vais vous donner la parole. Je vous propose des interventions d'1 minute, pas plus s'il vous plaît, parce qu'on dispose de très peu de temps. Et puis on reviendra au panel par la suite. Allons-y. Bonjour, Orca, Belgique. Ma question, je l'adresse, Monsieur Paf. Nous sommes d'accord avec pas mal de choses, bien entendu.
les droits du travail, etc. Mais par contre, là où j'étais pas tout à fait d'accord avec vous, où je ne suis pas tout à fait d'accord, que les syndicats... Bon, je ne vais pas tourner autour du pot parce que je ne dispose que d'une minute. Il s'agit d'un système tripartite, n'est-ce pas, en l'OIT. Par contre, la société civile n'est pas incluse là. Dès lors, moi, je vous presse, jouez votre rôle, le rôle qui vous incombe, et créer des canaux, des manières pour que la société civile soit entendue et puisse avoir un impact sur le système tripartite. Et peut-être que vous pourrez demander à vos membres d'être ouverts parce que nous, dans notre contexte, on se rend compte que vous ne cherchez pas à jouer un rôle prépondérant. Et c'est important d'être à l'écoute d'autrui et également à l'écoute de la société civile. Merci beaucoup d'avoir respecté la minute. Dans le panel REX, attirer l'attention sur le risque de migration surrégulée et ordonnée, interprétée de manière littérale, absurde et limitative, restrictive. Bien entendu, il ne faut pas qu'on utilise une interprétation limitée. La déclaration de New York en tant que telle a proposé un contexte pour démontrer qu'il ne fallait pas interpréter cela littéralement. Le paragraphe 22, le premier paragraphe sur l'engagement par rapport aux migrants et aux réfugiés, stipule qu'il fallait placer les gens au centre, les droits humains au centre. Alors quand on parle de surrégulé et ordonné, l'interprétation se fera sur la base du texte. Je souhaitais dire cela parce qu'il faut éviter toute interprétation erronée, bien entendu, et référez-vous au paragraphe en question. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bishit Najafi, Information Female Migrants. Je travaille à Cologne. Je travaille depuis belle lurette pour les droits humains en Iran. Ça fait 30 ans que je suis en Allemagne et je suis arrivé en Allemagne sans papier. J'ai demandé l'asile, je l'ai obtenu. Ça fait 25 ans que je travaille ici. Et nous, on a appris en faisant, comme on dit, et je me suis rendu compte qu'il y a des instruments et je suis ravi d'avoir appris pas mal de choses, mais bien souvent, les gens sont loin de nous, à Genève ou à New York, et pas à Cologne, etc. Bon, moi, c'est ma troisième participation au FMMD, et les deux derniers FMMD étaient très théoriques. Par contre, ce FMMD, pour la première fois, je me dis, waouh, j'ai appris beaucoup de choses pratiques, je suis ravi, et quand je rentrerai dans mes pénates, eh bien, je serai très inspiré parce que vraiment très pratique ce FMMD. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Wandiaï, Espace Afrique International à Genève, membre de MD, plateforme suisse, mais aussi membre de MADE, Migration and Development Network. Ma question s'adresse à William Gois concernant l'appropriation du Global Compact au niveau national. Face à nos gouvernements, qui va porter ce débat de la société civile? J'aimerais bien tout simplement faire la proposition, puisque MADE International existe, basé à Bruxelles, et que face à MADE International, il y a des MADE au niveau régional, dont MADE Afrique. Pourquoi ne pas investir d'un rôle d'information et de sensibilisation ces différentes
réseau made au niveau régional face à nos gouvernements. Je vous remercie. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres interventions? Du Liban. Je ne souhaite pas répéter ce qui a été dit en matière d'innovation et de technologie, mais pour vous dire rapidement, j'ai entendu des conversations ces derniers jours et j'ai entendu des préoccupations concernant les discussions concernant technologie, l'innovation pour les migrants. Et puis, il y a des préoccupations concernant tout ce qui est des business, le fait de mettre sur pied des business. Alors, deux choses en la matière. Primo, fréquemment, moi, j'ai travaillé dans le secteur privé, j'ai travaillé dans le secteur politique, j'ai travaillé dans le secteur académique et j'ai travaillé en Syrie, etc. Et puis, j'ai constaté bien souvent un sentiment négatif de concurrence plutôt qu'une ambiance positive. Je pense fermement qu'il faut travailler davantage avec les business. Il faut considérer tout ce qui est positif et ainsi, je pense qu'on pourra franchement tirer profit de tout cela. Également, je crois réellement à l'entreprise sociale, l'impact et les valeurs qu'on partage dans cette salle. On peut s'exprimer et atteindre nos objectifs et ce serait beaucoup plus compliqué vers une approche purement ONG. J'espère que dans les semaines, mois à venir, on va faire beaucoup plus en matière d'entrepreneuriat et on sera en contact avec vous. Mais je souhaitais vous dire désolé peut-être par moment pour le manque de limpidité, de clarté, pour vous dire que je pense qu'on peut franchement aller de l'avant via cette approche proposée. Deux dernières questions ici et là-bas. On a raté une bonne occasion lorsqu'on se retrouve dans cet espace de société civile, de au moins parler sur notre propre réalité et notre propre stratégie et notre propre coordination pour faire concrétiser nos actions et nos visions. Moi, je pense que c'est très dommage. On a passé tous ces 3 jours seulement de parler sur la proposition de pacte qui est encore pas claire, qui est encore avec des définitions qui sont des fois très dangereuses, qui n'est pas clair pour est-ce que c'est vraiment obligatoire, oui ou non. Moi, je pense que c'est très dommage que nous, comme société civile qui vient de partout, on a plein d'expériences, on a plein d'idées, et au moins que nous devons sortir de cette journée avec au moins un ou 2 plans d'action. Qu'est-ce que nous pouvons faire comme société civile pour agir contre le montée de racisme et de discrimination? Qu'est-ce qu'on peut faire au moins en voix à nous et à l'opinion sur la question des gens qui meurent quotidiennement dans la Méditerranée? C'est très dommage que nous retournons chez nous et le résultat, on a parlé sur un texte abstract qui n'est rien de clair, mais qu'est-ce qu'on va faire au moins comme société civile? Rien du tout. Deuxième remarque, je pense qu'il faut démocratiser les structures de consultation et de décision des gens qui organisent ce forum et surtout la société civile. Parce que je constate qu'il y a des régions qui ne sont pas représentées dans leur discours ou leur vision. Je pense pour démocratiser le système, il faut aussi s'intéresser à démocratiser nos propres relations. Merci. Gracias. Gracias. Las 2 últimas participaciones de 1 minuto. Johnny, el compañero de acá, por favor. Johnny, donc 2 dernières interventions. C'est fait et ils sont en dents de scie. Il y a certains rapports que je dis sincèrement, ils sont vides. On n'a rien appris, que c'était des propositions de, disons, certains
cogitent sur leur manière de voir, ils ne rapportent pas ce qui a été dit dans les panels et dans les processus. Ça, c'est la première chose. Alors, la prochaine fois, essayez d'être plus méthodologique, d'avoir des rapports qui rapportent ce que les gens disent et non pas ce que les rapporteurs pensent. Certains rapports, ils sont excellents, d'autres, on n'a rien appris. 1. 2. Pour aller très vite et pour proposer une proposition claire et nette et sur laquelle ça doit être, disons, comme il a été dit, une action décisive. C'est que dans le compact, comme a dit le monsieur, comme a dit la dame, il faut inscrire une place visible, claire de la société civile. Et cela doit être basé sur ce que vient de dire tout à l'heure le monsieur en ce qui concerne la démocratisation de la gestion des structures du GFMD et sortant en plus d'une chose, les anglophones. Ça, on en a marre et il faut y sortir de cela. Et merci. Gracias, John. Dernière intervention, je m'appelle John Bingham, je travaille avec ICMCF, donc merci pour les derniers 2 commentaires. Certes, il faut démocratiser tous nos systèmes de gouvernance et d'organisation, soit le Global Forum, soit les autres processus. Et ça, c'est notre engagement maintenant et depuis des années. Nous avons 34 réseaux et organisations qui travaillent sur notre Steering Committee depuis au moins 3 ans. Plus ou moins, ils représentent toutes les régions du monde, mais pas assez. Vous avez raison. Il faut élargir ce comité, certes. Sur la proposition d'inclure des francophones et d'autres, ceux qui parlent d'autres langues, ça c'est aussi quelque chose d'idéal. C'est difficile, mais on peut le discuter plus. Certainement, lorsqu'on approche le Global Forum au Maroc. Mais j'ai levé la main plutôt pour dire merci au panel for your interventions. Merci pour vos interventions. Le panel s'est penché sur les stratégies internationales, mais j'ai adoré la manière dont vous avez abordé la partie régionale, nationale, toute cette structure cet après-midi. On parle de stratégie de par le monde, de par la planète, et aux 3 niveaux, jamais juste à un niveau international, beaucoup plus maintenant, je dirais, au niveau national, voire régional. D'accord? Voilà. Par rapport à tout ce plaidoyer, plan d'action, etc., l'idée n'est jamais de contrôler cela à partir du centre, que ce soit New York, Genève, une organisation, un comité de pilotage ou un processus. Non, c'est partout. C'est être présent partout. Il faut que ce soit exponentiel, qu'on travaille sur base de 10, 15, 20, 50 déclarations de la société civile. Moi, je préfère en avoir au moins 200 déclarations en nos propres noms ou dans des réseaux plus vastes, et puis peut-être des déclarations signées par des centaines de personnes. Il faut que toutes nos déclarations se retrouvent haut dans le ciel et à tous les niveaux. Merci beaucoup. Je voudrais maintenant revenir vers le panel. Puisque nous parlons de stratégie internationale et régionale, il nous manque un autre niveau qui est le niveau national. Et ce qu'il faut, c'est absolument que vous nous disiez donc quelles sont les priorités que vous identifiez en termes de structuration régionale. Comment, dans les mois à venir, pensez-vous que l'on puisse justement interagir davantage entre régions? Qui veut commencer? William. Je reviens sur ce que John disait à l'instant. C'est un peu le sentiment que beaucoup ici de gens ont dans la salle. Il faut qu'on mette l'accent là où on est. National, au niveau national, au niveau régional. Le collègue de Suisse disait justement, ne peut-on pas travailler avec des réseaux existants? Justement, si, c'est ce qu'il faut faire. Il y a ces organisations, il y a ces réseaux. Il faut que nous, dans ces réseaux, nous touchions la base et qu'ensuite on formule ce qui, à notre avis, est prioritaire. Pas ce qu'on pense être des priorités pour d'autres, mais nos priorités.
Et c'est comme ça qu'on aura des documents, effectivement, qui seront bons parce qu'ils seront inscrits dans la réalité locale. Et puis, il y a toute une série de choses qui se font déjà, d'ailleurs, à ce niveau-là. Hein. Et j'ai l'impression que maintenant, avec les années qui ont passé, on a eu notre agenda préparatoire au dialogue de haut niveau à l'époque, qui ne couvrait pas tout, mais qui a permis quand même de faire avancer les choses dans la négociation. Et nous sommes maintenant en train d'avancer encore. En ce qui concerne le processus OMD, là aussi, nous n'avons eu que peu de temps, mais on a pu rapidement agir. Et le monde reconnaît aujourd'hui que l'un des grands objectifs actuels, c'est la migration. Et on a réussi à faire entrer la thématique de la migration parmi les objectifs du millénaire à la dernière minute. Mais bon, au départ, ça n'y était pas, ça y est. La question maintenant, c'est comment continuer à appuyer sur l'accélérateur quand les gouvernements nous disent « Oui, mais c'est bon, hein, là, ça sera fait, ne vous en faites pas, tout est en place. » Non, il faut qu'on continue à appuyer sur le champignon, entre guillemets, pour vraiment faire des choses maintenant. Il nous reste quelques mois. C'est une fenêtre de tir assez courte, mais il faut absolument... On est au projet de texte, alors je ne sais plus quel numéro, mais peut-être presque le tout dernier. Et donc, je crois qu'il faut continuer à travailler et à organiser les choses et à faire passer justement les messages. Donc, c'est ce que la sœur et le frère ici, d'ailleurs, ont dit. Et c'est important. Il faut encore continuer à progresser et à faire des contributions. Je voudrais ajouter quelque chose. Les consultations régionales vont commencer en Asie notamment, il y en aura en Bangkok, il y aura les collègues du centre régional des réfugiés et des migrants à Beyrouth. Je crois que ceux qui ne sont pas dans cette région, ou à New York, ou à Genève, ou au niveau mondial, nous devons suivre ce qui se passe là-bas. Parce que quand on parle de renvoi, de femmes, de xénophobie, quand on parle de migration, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait vraiment des choses très concrètes qui soient dites pour que ces éléments-là fassent partie des textes en fin de compte. Et si on ne le fait pas, ils n'y seront pas. Deux choses pour réagir un peu aux questions qui ont été posées. Quand j'ai parlé tout à l'heure de l'OIT, je crois que ce que je voulais dire, c'est qu'il faut avant tout que l'on soit face à quelque chose qui soit un mécanisme contraignant. Ça, c'est important. Il faut essayer d'arriver ou aspirer à quelque chose de similaire. Ensuite, je crois qu'il faut, c'est vrai, amplifier les demandes de régularisation des migrants. C'était déjà quelque chose auquel ont été confrontés mes parents, moi-même ensuite. Ensuite, quand j'ai parlé de l'honnêteté à un moment, je ne parle pas juste là des gouvernements, mais aussi de nous-mêmes. En tant que syndicalistes, en tant que membres de la société civile, il faut que l'on parle des valeurs qu'apportent les migrants. Chez moi, au Royaume-Uni, franchement, la migration apporte énormément au niveau économique. Le pays ne tournerait pas de la même manière sans les migrants et au niveau culturel également. Et puis, il faut aussi être capable de dire les choses au nom de plein de gens différents. Un syndicat, ça a l'avantage de représenter des tas de gens normaux, Monsieur X, Monsieur Y, Madame Z. Donc, à nouveau, devenez membre des syndicats, parce que ce qui est l'avantage des syndicats, c'est que nous sommes la voix de tout le monde. Et puis, je ne suis pas uniquement syndicaliste d'ailleurs, puisque je suis partenaire notamment d'une organisation d'aide aux migrants. Il faut justement que nous soyons impliqués également dans ces autres organisations, qu'il y ait davantage d'interactions avec d'autres organisations, parce que c'est par ce biais qu'on pourra amplifier, entre guillemets, la voix, et elle sera alors davantage entendue.
Et puis, il faut être concret également. J'ajoute ça. Soyons concrets et continuons à travailler, comme certains l'ont dit, en partant du national. On ne peut pas simplement attendre que le pacte nous tombe tout cuit, entre guillemets, du ciel. Et puis on dira, oui, mais bon, il manque des tas de choses. Non, il faut que on nourrisse le processus. Il y a beaucoup de choses que l'on peut faire maintenant déjà. Beaucoup de choses intéressantes qui vont permettre d'arriver à un bon pacte, mais aussi à d'autres choses intéressantes en dehors du pacte même. Je parlais de l'OIT, les conventions de l'OIT, c'est un outil. Peu de gouvernements ont adopté, et encore moins ont ratifié, les conventions de l'OIT. Donc à nous de rentrer à la maison et de nous battre pour que nos gouvernements s'engagent à respecter, à ratifier et à mettre en œuvre toutes ces conventions, qui sont des conventions qui protègent les gens. Parce que la protection des migrants, c'est franchement loin d'être nouveau. Ça fait déjà partie de toute une série de textes. La migration, évidemment, n'est pas un phénomène nouveau. Donc les textes qui en parlent ne sont pas nouveaux. Nous avons eu beaucoup de temps pour réfléchir à tout ce que l'on pouvait faire. Il a fallu travailler très très dur pour obtenir les conventions de l'OIT. Pourquoi maintenant nous sommes dit, voilà, elles sont là, personne ne les respecte, mais on ne fait rien. Non, il faut absolument agir pour les mettre en œuvre. Et puis qu'avons-nous fait, nous, en tant que société civile ou en tant que syndicat, pour forcer nos gouvernements à respecter ces textes et des engagements? Et quand on parle d'un pacte qui pourrait n'être, entre guillemets, non contraignant, j'ai des craintes. Il y a, par exemple, une convention sur le droit à la négociation collective. C'est quelque chose d'absolument fondamental, parce que lorsque les politiques nationales découragent les migrants ou les incitent à ne pas se réunir, à ne pas s'organiser, à ne pas fonctionner de manière collective, eh bien cela limite fortement la capacité des communautés migrantes à réellement exercer leurs droits. Et quand on voit que l'on marginalise la voix des migrants, ce qui arrive beaucoup, parce qu'il y a des systèmes d'inspection du travail qui sont totalement inexistants, eh bien l'exploitation, quand elle existe, elle se poursuit. Et personne ne dénonce cela. Certainement pas les migrants victimes de ces exploitations eux-mêmes. Et puis, pour revenir sur les pare-feux entre guillemets, les services administratifs et puis les services de gestion, entre guillemets, des populations migrantes, ça c'est un désastre complet. Et il y a des violations qui se font à cause de ce système. Et puis il faut penser à la régularisation, il faut penser à la pension, il faut penser à toute une série de droits qui sont là et de mécanismes qui sont déjà en place, mais qu'il faut mettre en œuvre. Et cela se fait en parallèle avec ce que nous voulons faire au niveau du pacte. Et ce que je veux dire tout simplement, pour résumer, c'est n'attendons pas le pacte pour agir. Utilisons les mécanismes législatifs et réglementaires qui existent déjà pour agir déjà. Et ça, ce sont des choses absolument fondamentales. Et puis je termine, désolé, hein. Les syndicats ont produit un texte qui est à l'extérieur qui justement montre tous les mécanismes et les procédures qui existent déjà et qu'on pourrait simplement activer pour arriver à nos fins. Donc essayons de ne pas travailler de manière isolée, s'il vous plaît. Oublions les silos, parce que nous dépendons de tous. Et puis je reviens, ce qui est bon pour moi, pour vous, c'est bon pour la société en général. Donc essayons de réellement continuer. Désolé d'être gendarme de l'horloge, mais on vient de me donner une très bonne nouvelle. On a un peu plus de temps que prévu, donc j'aimerais profiter pour qu'une personne par région, justement, puisse prendre la parole. Donc une personne du Moyen-Orient,
de l'Afrique, de l'Amérique du Nord, de l'Asie, de l'Amérique du Sud ou latine, et de l'Australie ou de l'Océanie. Mais rapidement, s'il vous plaît. Une chose à faire, une étape par laquelle il faut que nous passons maintenant. Qui voudrait commencer? Une personne par région, s'il vous plaît. La région MENA. Au-delà du centre donc pour les réfugiés et les migrants, je reviens sur la consultation qui a eu lieu à Genève et à New York. On entend dire systématiquement que le pacte doit être basé sur des faits, sur des éléments de preuve, doit être inscrit dans la réalité locale. C'est vrai que on a des tas d'experts qui parlent, mais il faut aussi qu'on aille sur le terrain, dans les régions, pour entendre ce que disent les régions. Donc, au lieu de travailler uniquement avec des experts, moi, je crois qu'il faut davantage entendre les gens dans les régions et essayer d'entendre ce que les régions ont à dire plutôt que de tout baser sur des experts à New York ou à Genève. Et puis, beaucoup de choses sont très spécifiques à chaque région. Et ici, nous parlons, je crois, de choses qui sont fondamentales, notamment le fait que les droits de l'homme et tous les droits de l'homme doivent être garantis de manière globale. Et puis, quand on parle des réfugiés, notre région est une région où, justement, dans certains cas, les réfugiés n'ont pas le droit d'être considérés comme des réfugiés. Parce qu'ils travaillent, il faut bien qu'ils travaillent, sinon ils meurent, eh bien, on les considère non pas comme des réfugiés, mais comme des migrants économiques. Et donc, il faut absolument continuer à agir pour tenir compte de ces spécificités et de la manière dont les choses sont souvent expliquées. Et puis, je termine peut-être par une deuxième chose que je voudrais dire, en tout cas. Nous savons qu'il y a des limites, des choses qui nous empêchent d'avoir un impact réel sur ce que sera le pacte. C'est vrai que le rythme est extrêmement rapide. Trop rapide pour beaucoup de régions, trop rapide pour beaucoup d'organisations sur le terrain. Et donc, il y a des choses qui sont problématiques. Et puis, ce qui a été dit également, beaucoup dans le groupe d'ailleurs, c'est la manière dont les régions sont définies. Et le fait que cela, parfois, n'ait pas de sens, tout simplement. Nous représentons la région MENA, mais la région MENA est une région très diverse qui englobe des pays voilà, qui sont des pays qui pourraient en fait être considérés comme appartenant à une autre région. Et il y a des corridors de migration qui nous réunissent et parce que le pays de départ est ailleurs, dans une autre région, on n'en parle pas. Et donc je crois qu'il faut réfléchir aussi à cette manière dont on découpe le monde en régions, parce que parfois ça nous empêche d'avoir vraiment une vision globale de toutes les problématiques et de tous les problèmes. Et ça, c'est aussi notre responsabilité. Et enfin, dernière idée, nous devons reconnaître que les gouvernements sont différents, que les gouvernements dans les différentes régions ont beau, entre guillemets, porter le même nom. On les appelle tous gouvernements, mais ce ne sont pas les mêmes réalités. On pense justement simplement à ce qui se passe au niveau de la Hongrie, pour mentionner un exemple que Vincent a mentionné. Donc quand on dit gouvernement, comprenons bien qu'on ne parle pas toujours de la même chose et qu'il faut absolument que l'on travaille davantage ensemble. Merci beaucoup. On va passer à une autre région. Oui, une autre région, s'il vous plaît. Vous êtes de quelle région? Il faut utiliser un micro, s'il vous plaît, parce que sans micro, monsieur n'est pas traduit et madame ne comprend pas. Là, je m'appelle Hamid Rochdi, je suis membre du réseau des compétences germano-marocaines.
et je vis ici à Berlin. Je suis linguiste et interprète. Alors, tout bref, voilà, Monsieur William, je soutiens votre idée concernant le dialogue au niveau national, mais j'ai l'espoir, bien sûr, qu'en parallèle, une fois le pacte est installé, il faut bien sûr travailler au niveau international pour développer des mécanismes et des instruments envers les États qui vont alors signer et ratifier après le pacte. Parce que si on n'a pas des mécanismes et des instruments pour statuer, alors ça veut dire même peut-être pour sanctionner des États qui ne vont pas respecter ce pacte-là, voilà, comme mon confrère, ça serait pour quel but, pour quel objectif? Ça serait, j'ai l'angoisse que ça serait pour le vide, alors, tous ces engagements de la société civile. Alors, j'ai l'espoir, I have a dream. Merci. Gracias. Gracias. Les pido. Merci beaucoup. Je vous demanderai à ceux qui prennent la parole de bien refléter une position régionale, s'il vous plaît. Quelqu'un de l'Afrique? De l'Afrique. Je m'appelle Ousmane Diarra, je viens du Mali, West Africa, ECOWAS. Alors, donc, il y a un ami qui a parlé de la décentralisation ou la démocratie du travail, c'est ce qu'on est en train de faire, effectivement. Et moi aussi, je déplore un peu parce que, vous savez, aujourd'hui en Afrique, nous sommes affrontés à des problèmes qui est sur la migration, qui a été beaucoup discuté dans ce dernier temps. J'ai dit la fois passée, je répète, il s'agit du sommet de la Valette. Donc, il y a des points saillants qui est là. On veut défendre les migrants. On ne veut pas les expulsions. On veut le retour volontaire souhaité. Mais de l'autre côté, si on a constaté tout ce qui a été discuté à la Valette, ça fait déjà un débat contradictoire de ce qu'on est en train de faire. Alors, le pacte, qu'on doit effectivement travailler sur le pacte, alors qu'on ne connaît pas, je ne peux pas dire un coquille vide, mais voilà, rien n'est clair. Aujourd'hui, on devait normalement débattre sur ces questions. Moi, je suis membre de 2 plateformes, je peux dire, africaines. Je parle du PADMI, qui a été créé il y a un peu longtemps. On travaille ensemble dans le cadre de la migration. Et au-delà, il y a eu aussi encore une autre plateforme qu'on appelle MEDAFrique. MEDAFrique, je pense qu'il participe souvent avec le PADMI, il participe souvent à des réunions. Mais vous savez, nous sommes dans un continent où on parle beaucoup le français. On parle beaucoup le français que l'allemand ou l'anglais ou d'autres langues. Alors, les remarques ont été faites. Moi, je voulais m'insister sur ces remarques-là pour que, désormais, si possible, que les régions de l'Afrique francophones, je veux dire, parce qu'on a besoin, moi je suis là aujourd'hui, je dois retourner en Afrique, au Mali, je dois faire des comptes rendus concrets de ce qui a été fait, je dois faire les comptes rendus de mes interventions, l'intervention du réseau, l'intervention de l'organisation, mais si jamais que les choses ne sont pas prises en compte depuis au départ, s'ils ne sont pas impliqués, ça va être difficile. Donc moi, mon préoccupation est que ce qui a été dit avant moi, si on peut prendre en compte de démocratiser et de prendre en compte la langue, c'est-à-dire le français. Très souvent, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas un Africain sur le podium, mais rarement on voit, ce n'est pas d'être raciste, mais on voit rarement un Africain ou un francophone qui prend le débat devant. Je vous remercie. Gracias. Alguien de... Merci beaucoup. L'Asie, s'il vous plaît. L'Amérique latine, l'Amérique du Nord, l'Océanie.
Et s'il vous plaît, dites-nous quelles sont les prochaines étapes que vous envisagez pour le pacte. Merci beaucoup. L'Amérique latine envisage la possibilité d'organiser 1 ou 2 forums régionaux de consultation, en préalable, entre guillemets, d'autres événements qui se préparent, puisqu'il y en aura un à Santiago de Chile. L'idée étant de graduellement nous approcher de ce brouillon numéro 0 de texte en décembre. Et donc, nous voulons donc reprendre les résolutions qui ont été produites ici et les ramener chez nous, vers les bases, vers les communautés de base, et ensuite créer, je l'ai dit, des procédures qui vont permettre de faire réagir les gens et ensuite d'entendre ce que les gens ont à dire et intégrer tout cela pour mettre en place un vrai processus qui soit basé sur une vision des choses beaucoup plus représentative. Ça, c'est ce que nous voulons faire ici dans les mois à venir. Gracias. Merci. Je vois quelqu'un là. Je ne sais pas si monsieur ou si vous êtes d'une région qui n'a pas encore pris la parole. Je vous en prie. Je suis Mahbub du Bangladesh. Je voulais parler de la régularisation des migrants et la migration sûre, entre guillemets. Je crois qu'il faut absolument que dans le pacte, il faut parler absolument de la marginalisation dont sont victimes les migrants en général. Il faut, je crois, aller vers des systèmes de migration plus sûrs et surtout réfléchir à toutes ces personnes qui sont marginalisées parce que migrants et qui émigrent de manière irrégulière, entre guillemets, mais qui malgré tout contribuent beaucoup aux pays dans lesquels ils arrivent. Merci. Quelqu'un d'autre? Madame? Je suis Linda El Kalash de Jordanie. Je voudrais parler donc de la Jordanie et du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. La région, notre région, est une région qui fait face à beaucoup de défis quand on parle de migration et de réfugiés. Et je crois que nous sommes face justement à une situation où tous les problèmes qui ont été mentionnés ici, nous les connaissons en termes de migration mixte, en termes de réfugiés, de migrants travailleurs. Il est extrêmement difficile chez nous de travailler avec les gouvernements et d'arriver à des engagements des gouvernements de la région par rapport à des initiatives ou à des conventions internationales. C'est pour cette raison qu'il est absolument fondamental que cette initiative soit prise vraiment au sérieux, contrairement à d'autres dans le passé qui n'ont pas vraiment été prises au sérieux autant qu'elles auraient dû l'être. Donc nous allons essayer, par le biais du réseau arabe des migrants, qui a des membres dans 7 pays différents dans la région, nous allons essayer de travailler sur cela. Et c'est un réseau intéressant parce qu'il est présent également en Afrique du Nord. Voilà. Merci beaucoup. 2 interventions, c'est tout. Il y a une région qui n'a pas encore parlé. Oui, la région Amérique du Nord. L'Amérique du Nord est, voilà, invitée à s'exprimer si quelqu'un souhaite prendre la parole. Cathy. Ce sont les régions qui s'expriment, donc je voudrais que toutes les régions puissent le faire. Bonjour, Cathy, du réseau national d'aide aux réfugiés et aux migrants. Je voulais dire que nous avons prévu justement d'organiser ce qu'on appelle une consultation du corridor nord-américain, sans doute en septembre, à Washington, D.C. Et nous pensons qu'il faut un peu approfondir la réflexion pour comprendre comment tout ce qui s'est dit ici se concrétise chez nous. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Qu'est-ce qui se passe dans la région nord-américaine? Et nous avons
des inquiétudes qui nous sont propres, mais nous pensons que nous pouvons également intégrer, par exemple, les collègues du Mexique, les collègues de la zone caribéenne également, donc les Caraïbes qui sont proches, parce que, comme vous le savez, nous faisons face à des problèmes de migration assez graves, avec d'une part une vraie source d'inspiration pour nous quand j'entends les uns et les autres ici présents expliquer ce qu'ils font dans leurs régions respectives, mais ne nous berçons pas non plus d'illusions. Je crois que, en ce qui nous concerne, les choses vont avancer lentement. Il y a à peu près entre 60 et 75 projets de loi qui vont être présentés au Congrès américain et qui sont des projets de loi absolument destructeurs pour ce que nous faisons. Donc j'espère que nous allons pouvoir construire des ponts entre nos régions respectives et essayer aussi de mettre en avant le travail que font les communautés migrantes, montrer qu'ils contribuent énormément à toute la réflexion. Et j'espère qu'à terme, nous pourrons vraiment aider et renforcer, entre guillemets, nos différentes communautés qui sont face à des difficultés énormes. Je suis désolé, je vous demande d'être compréhensif. Nous parlons par région. Est-ce que c'est une région qui ne s'est pas encore exprimée? Quelle région, s'il vous plaît? Je suis désolé, nous donnons la parole aux régions. Il y aura d'autres espaces. Je vous demande à tous d'être assez compréhensifs. Je propose de donner la parole à Joshua en dernier. Et ensuite, Colin, qui va nous donner des informations concrètes sur les procédures de consultation. Merci beaucoup, Joshua Offer de Terre des Hommes. J'aimerais partager avec vous une stratégie régionale très concrète qui est sortie des sessions thématiques, notamment la session sur les enfants. Première chose, nous avons maintenant un document de travail qui a été mentionné à plusieurs reprises et qui porte spécifiquement sur les enfants. Ce texte ne doit pas rester ici dans cette salle et rester notre bébé à nous. Non, il faut que ce texte aille aux gouvernements nationaux, aux représentations régionales. Donc nous devons l'adapter au contexte régional, c'est-à-dire intégrer des exemples de votre réalité régionale ou nationale. Ensuite, la méthodologie qui a été développée par notre initiative, elle doit être utilisée parce que c'est une méthodologie qui fonctionne et il faut l'appliquer à d'autres populations, comme par exemple les migrants, et à d'autres thématiques comme la xénophobie ou le changement climatique. Donc la méthodologie que nous avons suivie marche, il faut l'utiliser. Merci beaucoup, merci d'avoir été bref. Je cède la parole à Colin qui va nous donner des informations très concrètes pour terminer. Merci Bernice. Est-ce qu'on peut mettre à l'écran le transparent suivant, s'il vous plaît? Même au risque d'être un peu répétitif ou redondant, parce que beaucoup de choses intéressantes ont été dites, vous voyez que toute une série de consultations vont avoir lieu au niveau régional. Je crois que c'est Djibril et Raj qui l'ont mentionné. Nous avons 5 mois, oui, mais ce que moi je retiendrai de la discussion d'aujourd'hui, c'est qu'il nous faut plus de démocratie. Comment pouvons-nous faire de ces 5 mois des mois réellement démocratiques? Eh bien, justement, en regardant ce qui se passe au niveau régional et en essayant, si c'est possible, de participer à tout cela, de faire passer le message aussi, évidemment, par rapport au pacte, mais en essayant d'être le plus actif possible à tous les niveaux pour que tout cela, tout ce qui a été préparé, entre guillemets, au niveau mondial, descende graduellement vers le niveau national. Et puis, justement, que les informations que l'on recueillera au niveau national remontent vers le niveau global. Donc, où en sommes-nous? Je vais mentionner 2 points importants ici, parce que la liste qui est là. Pas besoin de noter les dates, s'il vous plaît, ni les villes, parce que rien n'est confirmé. Certaines de ces initiatives vont être confirmées dans les villes prévues et aux dates prévues, mais pas toutes. Et deuxième chose que j'aimerais mentionner, vous voyez des noms de réseaux qui sont mentionnés là, ou des noms de personnes
ce sont des points focaux, des personnes clés, des groupes clés au niveau de l'organisation qui vont aider à concrétiser ce qui est là. Mais cela ne signifie pas que les réseaux qui sont là ou la personne qui sont là sont propriétaires, entre guillemets, de ce qui est prévu ou de la consultation. Non, non. Ce sont des personnes de contact, mais ces procédures-là, elles vous appartiennent à tous et à toutes, et je vous invite à en faire partie et à vous joindre aux efforts qui sont là. Je sais que certains ont déjà mentionné certaines initiatives, mais voilà, donc un point sur la situation, classée par ordre alphabétique. La consultation africaine, tout d'abord, avec le réseau panafricain sur les migrations, qui devrait avoir lieu donc à Bamako au Mali, 28 et 29 août prochain. Mamadou est là, Milk, d'autres. Vous pouvez parler avec eux si vous souhaitez en savoir davantage et éventuellement participer. Consultation asiatique. Vous voyez plutôt William, Tatsi, les autres du réseau et bon nombre d'autres. Ça aura lieu à Bangkok, peut-être les 3 et 4 août. Ensuite, pour l'Europe, Picum, Made Europe, conjointement, probablement à Bruxelles, aux alentours de septembre, octobre. Moi, on m'a dit que rien ne se passe en août en Europe. Amérique latine, on est en train de préparer le terrain, là. Bérénice, Oscar et d'autres sont impliqués dans les discussions région d'Amérique latine. Peut-être en septembre, lieu encore incertain, MENA, Moyen-Orient, Afrique du Nord, CSRM, on en a parlé tout à l'heure, à Beyrouth, 24 et 25 août. Amérique du Nord, Cathy en a parlé, je ne vais pas trop répéter. Washington, septembre, peut-être également Pacifique. Mais enfin, Nicolas en a parlé. On doit encore décider quelque part dans la région du Pacifique en octobre, peut-être. À retenir, l'idée étant de poursuivre son engagement, l'idée étant également d'être constructif et c'est pour refléter ce qui se passe au niveau régional. Notamment, merci Colline, merci à toutes et à tous, merci pour votre compréhension. Ce qui est vraiment compliqué, c'est modérer, c'est pas évident, mais voilà, on progresse et on est en train de s'écouter, c'est très bien. Donc, on va faire... si vous souhaitez aller chercher un café, faites-le. Bon, et puis on va poursuivre au panel suivant, dernier panel, pour clore le forum. Alors on va applaudir tous les membres de ce panel ici. Merci beaucoup.